Bonjour à tous, je suis ravie de voir autant de monde pour cette conférence autour de Hannah Arendt. Comme il y a beaucoup de visages qui, si je ne me trompe pas, n'étaient pas là à la conférence sur Douy, je vais peut-être rapidement me présenter, comme ça vous saurez qui va vous embêter pendant, j'espère, 40 à 50 minutes, pas tellement plus. Je suis enseignante au collège à Fribourg, et puis ici à la HEP, je suis chargée d'enseignement en philosophie de l'éducation. J'ai fait la majeure partie de mes études à Fribourg et puis j'ai rédigé ma thèse à Lausanne sur un sujet qui est très différent de ce que je vais vous présenter ici. J'ai fait une thèse en philosophie antique sur un philosophe qui s'appelle Plotin, si certains connaissent. Peut-être juste quelques mots sur ces événements côté philo qu'on a commencé au semestre passé. Alors, le but de ces événements, c'est de faire réfléchir un petit peu différemment sur nos pratiques enseignantes, en fait, en prenant appui sur la pensée des philosophes qui se sont intéressés au thème de l'éducation, et puis d'essayer de creuser comme ça des thématiques particulières. On a eu déjà au semestre passé une conférence sur John Dewey, en octobre passé. Celle-ci sur Arendt aurait dû se dérouler en novembre, mais il y a eu un contretemps qui fait qu'on a dû la repousser à aujourd'hui, ce qui est un petit peu dommage, parce que vous verrez que ce que dit Arendt en matière d'éducation, eh ben, ça répond assez directement à ce que John Dewey avait lui réfléchi sur ces questions-là. Pour commencer, j'aimerais vous parler d'un ouvrage qui est l'ouvrage de François-Xavier Bellamy, qui est un enseignant et un philosophe qui, en 2014, peut-être certains ont vu passer l'ouvrage, a rédigé un livre qui s'appelle « Les déshérités ou l'urgence de transmettre », qui est un livre qui, un demi-siècle plus tard, se fait le relais des mises en garde d'Hannah Arendt concernant les réformes éducatives. Donc, en guise d'introduction au texte qu'on va découvrir aujourd'hui, qui s'appelle « La crise de l'éducation », j'aimerais vous lire un petit extrait du livre de Bellamy, afin, dans un premier temps, de nous mettre dans le bain, et puis surtout pour attirer l'attention sur le fait que ce que la philosophe a mis en lumière il y a près de 50 ans, dans le contexte précis des États-Unis, sonne un peu comme une prédiction pour l'éducation de notre époque. Après avoir dressé un constat cuisant de l'éducation française en se basant sur le rapport PISA de 2013, Bellamy écrit ceci. Je ne l'ai pas mis sur votre handout, mais je pense que ça devrait aller comme ça. Il s'est produit dans nos sociétés occidentales un phénomène unique, une rupture inédite. Une génération s'est refusée à transmettre à la suivante ce qu'elle avait à lui donner, l'ensemble du savoir, des repères, de l'expérience humaine immémoriale qui constituait son héritage. Il y a là une ligne de conduite délibérée jusqu'à l'explicite. J'étais loin d'imaginer, en commençant à enseigner, l'impératif essentiel qui allait structurer ma formation de jeune professeur « Vous n'avez rien à transmettre ». Ces mots, prononcés à plusieurs reprises par un inspecteur général qui nous accueillait dans le métier le jour de notre première rentrée, avaient quelque chose de si étonnant qu'ils ont profondément marqué ma mémoire « Vous n'avez rien à transmettre ». Alors, je propose simplement qu'on garde ce texte à quelque part dans notre esprit, puis peut-être on aura l'occasion d'y revenir dans la suite, pendant la discussion. Donc, rapidement, la structure que je vais suivre pendant cette présentation. Alors, d'abord, une introduction générale sur Hannah Arendt et puis sur sa pensée. Ensuite, on va parler de cette fameuse crise de l'éducation qui sévit à partir de 1950, des années 50 aux États-Unis. Après, le gros morceau, la critique que fait Hannah Arendt de l'école progressiste, qui pour elle est responsable de cette crise. Et puis finalement, en conclusion, on va revenir sur la conception d'Arendt de l'éducation et puis sur ce fameux lien au passé qui pour elle est si important. Donc, Hannah Arendt naît à Hanovre en 1906 dans une famille juive assimilée. Elle va s'engager dans des études de philosophie et va soutenir une thèse sur le concept de l'amour chez Saint-Augustin sous la direction de Karl Jaspers. Rattrapée par la menace politique, elle fuit le régime nazi à l'âge de 27 ans et puis elle va s'installer aux États-Unis en 1941. Elle va enseigner la philosophie, elle va travailler comme journaliste et puis elle va rédiger peut-être son ouvrage le plus célèbre, le plus fameux, Les origines du totalitarisme, où elle prend comme point de départ l'antisémitisme pour réfléchir à la définition du totalitarisme qu'elle va différencier notamment de la dictature ou de la tyrannie. De son rapport au judaïsme, ou plutôt de son rapport à la judaïté,
Arendt affirme lors d'une interview « S'il fallait que je sois venu de quelque part, c'est de la tradition allemande ». La philosophie d'Arendt est, comme on le lit souvent, la pensée d'une juive plutôt qu'une pensée juive. À la différence, par exemple, d'un Lévinas ou bien d'un Hans Jonas qui vont déployer leur philosophie à l'intérieur de l'esprit du judaïsme, Arendt surprend par la distance de ses mots à l'égard de son appartenance au judaïsme, bien que, paradoxalement, l'antisémitisme soit le déclencheur de ses réflexions politiques et puis jalonne l'ensemble de son œuvre. Cette ambiguïté qui la relie à la judéité va refaire surface à plusieurs occasions au cours de sa vie. On peut penser notamment à sa liaison avec Martin Heidegger. Malgré la compromission de ce dernier avec le régime nazi, il y a un roman à ce sujet-là qui a été écrit par Catherine Clément qui s'appelle Martin et Anna. D'ailleurs, je crois que je l'ai mis sur le handout, où Catherine Clément, elle revient sur cette liaison et puis elle se base sur la correspondance que les deux philosophes ils ont entretenue quasiment toute leur vie. Et puis elle montre comment la passion qui a uni Heidegger à Arendt a pu perdurer malgré le nazisme d'Heidegger. On peut penser aussi à sa critique du sionisme qui dénonce les injustices commises envers les populations autochtones. Et puis on peut penser surtout, et peut-être en premier lieu, à sa prise de position controversée au sujet du procès d'Eichmann. Donc Eichmann, pour rappel, c'était le logisticien de la solution finale, procès auquel elle a assisté, concluant qu'Eichmann n'est qu'un exemple de la banalité du mal. J'ai juste un extrait vidéo, peut-être vous connaissez le biopic consacré à Hannah Arendt, pour illustrer son point de vue sur cette question. Eichmann kein Antisemit? Was ist denn das für ein Humbug? Du hast ihn doch selber gehört, er hat nur dem Gesetz gehorcht. Er hätte jedem Gesetz gehorcht. Aber ich bitte Sie, jeder, der in die Partei eingetreten ist, dazu als SS, war ein überzeugter und bösartiger Antisemit. Er schwört, er habe nie einen Juden persönlich verletzt. Das kann er lange behaupten. Aber ist es denn nicht interessant, dass ein Mann, der alles getan hat, was ein mörderisches System von ihm verlangt hat, der sogar eifrig genaueste Details über seine feine Arbeit ausbreitet, darauf besteht, dass er persönlich nichts gegen Juden hat. Falsch, er lügt nicht. Hanna, du gehst ihm auf den Leim. Er behauptet, er hätte nicht gewusst, wohin die Züge fuhren. Glauben Sie das etwa auch? Für ihn war es unwichtig, das zu wissen oder nicht. Er beförderte Menschen in den Tod, aber er fühlte sich nicht verantwortlich dafür. Denn einmal die Züge in Bewegung gesetzt, war seine Arbeit getan. Ach, und er meint, deswegen habe er keinerlei Schuld an dem, was danach mit den Menschen geschah, die von ihm befördert wurden. Ja, genau so sieht er es. Er ist Bürokrat. Deine Suche nach Wahrheit ehrt dich, aber diesmal gehst du in die Irre. Aber Kurt, du kannst doch nicht leugnen, dass ein riesiger Unterschied besteht zwischen dem unvorstellbaren Grauen seiner Taten und der Mittelmäßigkeit des Mannes. Donc, bien entendu qu'avec une thèse pareille, Arendt, elle se met à dos non seulement les communautés juives, mais aussi tout le monde intellectuel européen, parce que les gens ont été heurtés de ce qui a été interprété comme une manière de minimiser la responsabilité d'Eichmann dans son travail. Cet exemple, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il montre bien qu'Arendt est irréductible. Elle n'est le porte-parole ni d'un groupe, ni d'une génération, ni du genre féminin. Femme dans un monde d'hommes, elle n'a jamais fait de sa féminité un plaidoyer philosophique. Elle est philosophe de prime abord, même si elle refuse également cette étiquette-là. Et puis, il se trouve un petit peu par accident qu'elle est femme et puis qu'elle est juive. Ce qui est intéressant avec Arendt, c'est qu'elle n'est jamais là où on pourrait l'attendre. Et puis, ce qui fait aussi que sa pensée, elle est parfois difficile à cerner. Et puis elle démontre tant par la vie qui a été la sienne que par ses écrits une liberté d'être libre. C'est d'ailleurs le titre de l'un de ses essais philosophiques dont elle va faire le principe de sa philosophie. Donc Arendt se revendique de la tradition allemande, reste à savoir à quelle tradition est-ce qu'elle fait allusion. La philosophe se considère comme une phénoménologue du thème politique. En philosophie, on entend par phénoménologie la science des phénomènes, c'est-à-dire la science des choses telles qu'elles apparaissent, telles qu'elles se montrent à nous. C'est Husserl, au début du XXe siècle, qui va systématiser cette approche, bien qu'on en trouve trace déjà chez d'autres philosophes dès le XVIIIe siècle. Pour expliquer brièvement, on peut opposer la phénoménologie aux doctrines métaphysiques traditionnelles qui considèrent les phénomènes, donc ce qui apparaît, comme des apparences trompeuses des réalités véritables.
Le cas clinique, ce serait Platon avec la théorie des idées intelligibles. La phénoménologie, à quelque part, elle cherche à simplifier la démarche philosophique en voulant retourner aux choses elles-mêmes et refuse de séparer les apparences des réalités véritables ou des choses telles qu'elles sont dans leur essence. L'objet de la philosophie pour un phénoménologue, c'est les choses telles qu'elles sont, et puis les choses telles qu'elles sont, c'est les choses telles qu'elles se donnent à voir dans leur phénoménalité. Si Husserl est le représentant le plus célèbre, le plus éminent de la phénoménologie, Arendt prend ouvertement ses distances par rapport à ce philosophe-là, en disant que sa pensée ne doit rien à Husserl, mais tout à Heidegger et puis à Karl Jaspers. Donc la première grande influence de la tradition allemande sur la pensée d'Hannah Arendt, c'est celle de son directeur de thèse, Karl Jaspers, pour qui la pensée, et ça c'est une chose intéressante parce que ça va revenir très fort dans les propos d'Arendt sur l'éducation, pour le Karl Jaspers, la pensée philosophique doit toujours être tournée vers le passé. Karl Jaspers, il est connu pour avoir dressé une histoire de l'humanité qu'il relate dans son ouvrage magistral Origine et sens de l'histoire, mais à ses yeux, le passé n'est jamais quelque chose qui doit rester figé. Ce qui lui importe, c'est d'abandonner l'ordre déterminé de la tradition qui suggère une suite logique où l'on passe toujours la vérité au suivant. Ça, c'est la manière dont Arendt elle synthétise sa vision de la pensée de Karl Jaspers. Cette condition, donc le fait finalement de ne pas considérer la pensée la plus nouvelle comme celle qui pourrait s'approcher le plus de la vérité, elle amène forcément à engager un dialogue avec les penseurs du passé, non pas parce qu'ils seraient une étape dans la construction du savoir, de la vérité, mais bien entendre qu'ils sont susceptibles d'être eux aussi détenteurs d'une vérité. Nous avons dit tout à l'heure que Heidegger il a une influence majeure sur l'existence d'Hannah Arendt. C'est aussi, et bien sûr, le cas au niveau intellectuel. Arendt a toujours reconnu sa dette à l'égard de Heidegger, mais par contre, c'est difficile de préciser la nature de cette dette et puis d'en comprendre les contours. Ce qui est sûr, c'est que le cadre dans lequel la pensée d'Arendt se déploie est donné par Heidegger. Par contre, comme j'ai dit avant, elle va vraiment prendre des libertés par rapport à la manière dont elle va articuler les notions, la manière dont elle va les comprendre en les critiquant et parfois même en les déformant. Aux yeux d'Arendt, il y a un avant et un après Heidegger, l'injonction de Searle à revenir aux choses elles-mêmes. Heidegger la comprend dans le sens qu'il faut chercher à établir une science philosophique qui soit rigoureuse, en rupture non pas forcément avec le passé, mais avec cette interprétation classique de la tradition philosophique. Pour Heidegger, l'impulsion phénoménologique doit permettre de poser un regard nouveau sur le passé afin de le redécouvrir. L'idée, c'est qu'on ne parle plus sur Platon, on ne se contente pas d'exposer sa théorie des idées intelligibles, mais on veut vraiment dialoguer avec Platon en partant des questionnements originels qui ont été les siens pour essayer de vraiment penser avec lui. Et pour Arendt, ça, c'est le tournant majeur qu'Heidegger il va amener. Le regard au passé, encore une fois, cette histoire de regard posé sur le passé, c'est essentiel dans la conception de l'éducation d'Arendt. Ce regard au passé est changé, la pensée redevient vivante, les trésors du passé que l'on croyait défunts redeviennent parlants. Ça, c'est ce que Arendt affirme lors d'un discours qu'elle a fait à l'occasion des 80 ans d'Heidegger. Cette manière de comprendre le passé est la conséquence nécessaire de l'ontologie d'Heidegger, dans laquelle je n'aimerais pas me risquer aujourd'hui, mais juste évoquer peut-être sa conception du Dasein, l'être là, dont Arendt va s'inspirer pour penser l'homme à travers son rapport à la temporalité. C'est-à-dire l'homme en tant que trait d'union entre le passé et le futur. Mais ce qu'Heidegger va développer dans une ontologie philosophique, Arendt se le réapproprie en tant que théoricienne de la politique et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, en tant que théoricienne de l'éducation. Pour la disciple d'Heidegger, l'homme, il est dans l'intervalle entre le passé et l'avenir. Son rôle, c'est vraiment de relier le passé à l'avenir. Et puis l'éducation doit être garante de cette continuité. Le texte de la crise de l'éducation, c'est un article tiré de l'ouvrage La crise de la culture, qui paraît en 1961 et qui réunit 8 essais, chacun posant à travers une thématique particulière le diagnostic d'une crise liée à l'avènement de la modernité.
L'éducation, c'est une des facettes d'une crise finalement bien plus large et aussi bien plus ancienne qui met à mal le rapport à la tradition et puis dont l'origine peut remonter assez loin puisqu'Arendt dit qu'il faut situer le début de ce mouvement au XVIe et XVIIe siècle, au moment où on a commencé à remettre en question l'importance de la tradition et notamment l'importance de la tradition grecque et romaine. Alors, dans ce petit texte de la crise de l'éducation qui fait moins de 50 pages, vous l'avez lu si vous êtes concentré en 1 heure, Arendt analyse les causes de cette crise de l'éducation qui apparemment a sévi de façon assez dramatique au cours des années 1950. Et puis, elle s'intéresse à un phénomène qui finalement est très contextualisé, mais qu'elle va utiliser pour le relier à cette crise qui s'est installée progressivement, et puis à cette idée qu'on peut faire fi de ce que le monde ancien peut nous transmettre. On peut tout repenser à neuf, ex nihilo, on pourrait dire, et puis se couper de toute forme de transmission. Le texte d'Arendt est un texte très structuré et très clair, ou en tout cas relativement clair. Il y a des passages, notamment tous les passages qui traitent du rapport à la politique, qui sont peut-être un petit peu plus confus, où elle commence avec une analyse de la crise, et puis surtout, elle explique pourquoi cette crise, elle s'est découverte de manière si intense aux États-Unis, précisément. Dans un deuxième temps, comme j'ai dit tout à l'heure, elle mène une critique alors très vive, très véhémente des écoles pragmatistes, donc de l'éducation inaugurée par John Dewey notamment, et puis qu'elle va tenir pour responsable de la ruine de l'école américaine, rien que ça. Peut-être j'en profite pour préciser ici que Arendt, dans son texte, elle semble en fait s'en prendre plus directement à des pédagogies qui sont dérivées de celles de Dewey et non pas à Dewey lui-même. D'ailleurs, elle cite à aucun moment Dewey dans son article. On voit ça assez clairement car plusieurs des aspects qu'elle critique chez Dewey ne se retrouvent pas en fait dans l'œuvre du philosophe américain. Sur votre handout, vous avez un article de Michel Fabre qui réfléchit à cette question-là et puis qui montre le décalage entre, d'une part, la critique de Dewey et puis ce qu'on trouve réellement dans la critique d'Arendt et puis ce qu'on trouve réellement dans le travail de Dewey. Donc il y a toujours un décalage, j'en donnerai quelques exemples, entre la critique elle-même et puis ce qui est réellement le cas dans l'œuvre de Dewey. Ensuite, à partir de cette critique, elle va développer sa propre vision de l'éducation et de la finalité surtout de l'éducation, pour finir dans une dernière partie à parler du rapport au passé mis à mal par la modernité, et puis qui constitue à ses yeux l'essence même de l'éducation qui doit être absolument conservatrice aux yeux d'Arendt. Peut-être soit dit au passage, il y a plusieurs thèses en histoire, dont la plus connue est celle d'un historien qui s'appelle Andrew Hartmann, qui vont interpréter... c'est le dernier, j'aurais calculé juste. Des thèses en histoire qui vont interpréter en fait cette crise de l'éducation comme le résultat d'une confrontation politique entre d'une part force conservatrice et puis force progressiste. On est aux États-Unis, d'où le dualisme. Et puis il semble qu'Arendt ait été consciente de ces interprétations et surtout du préjudice que ce type d'interprétation pouvait lui causer. Vous savez certainement que Arendt, par son rapport avec Heidegger et puis aussi par la position qu'elle a tenue après le procès d'Eichmann, elle a été soupçonnée d'être de droite, voire d'extrême droite, ce qui fait que dans ses propos dans l'article de la crise de l'éducation, on voit qu'elle prend bien soin de distinguer sa vision de l'éducation qui, elle, doit être conservatrice, de sa vision de la politique qui, elle, doit être progressiste. Vous m'arrêtez si vous avez des questions, si quelque chose manque de clarté, j'aurais peut-être dû dire ça au début. La crise de l'éducation va se manifester d'abord par une baisse générale du niveau. Pourquoi le petit John ne sait-il pas lire? Ça, c'est une question que pose Arendt dans l'introduction de sa réflexion. Et ça, c'est une allusion directe à l'ouvrage du linguiste Rudolf Flesch, Why Johnny Can't Read, qui paraît en 1955, donc quelques années avant l'apparition de son article, et qui va critiquer avec force les méthodes d'apprentissage de la lecture dites globales, développées justement par les milieux progressistes, et puis qui privilégie une approche de la lecture par les mots ou même par les phrases entières, recherchant ainsi à reproduire le mode de lecture des adultes qui photographient les mots ou les phrases complètes.
par opposition à la méthode syllabique qui passe par la décomposition des mots en unités de son. Pour Flech, et puis c'est à peu près la même ligne d'argumentation que va tenir Arendt, la méthode globale induit en fait une forme de régression chez les enfants pour que les enfants puissent apprendre la lecture par ce biais. Il a fallu appauvrir les lexiques dans les manuels d'apprentissage. Il a fallu en fait simplifier la langue. Et puis du coup, on arrive à faire régresser les enfants plutôt que de les faire progresser. Ce cas de la lecture n'est pas qu'un exemple parmi d'autres. Il est à la fois le symptôme le plus vif, le plus criant de la défaillance du système éducatif, et puis aussi la cause, assez logiquement, de la baisse de niveau dans les autres domaines. La crise de l'éducation aux États-Unis se manifeste par un second aspect dont Arendt ne parle pas directement dans son texte, mais qu'elle a évoqué ailleurs et puis surtout dans plusieurs prises de parole publiques. C'est la question de la ségrégation raciale, ou plutôt celle de la déségrégation qui devait passer dans un premier temps à travers l'école. Peut-être vous avez en tête ce film Little Rock, peut-être ça vous dit quelque chose. L'histoire de Little Rock et puis de ces élèves afro-américains qui ont été empêchés d'étudier dans une école publique par les autorités de l'Arkansas. Arendt, elle a écrit à ce sujet un texte polémique appelé « Réflexions sur Little Rock », où elle soutient la jurisprudence déségrégationniste, et puis on en dira quelques mots un peu plus tard dans la présentation. Au passage, ces événements et puis les réflexions qu'ils ont soulevées ont contribué au développement de l'école inclusive qui vise à offrir à chaque enfant l'environnement scolaire adapté en tenant compte de ses particularités individuelles. Ce n'est pas un hasard pour Arendt que la crise se soit manifestée si intensément aux États-Unis. Deux raisons à ça. La première, c'est que ce n'est qu'en Amérique qu'une crise de l'éducation pouvait vraiment devenir un facteur politique. L'éducation y joue un rôle qui est d'emblée un rôle politique parce qu'il s'agit d'une terre d'immigration et que c'est par l'école, c'est par la scolarisation qu'on peut américaniser les immigrants. C'est ainsi par l'école que l'anglais est appris, ce qui fait dire à Arendt que finalement les écoles ont joué un rôle qui, dans d'autres circonstances, dans d'autres nations, aurait dû revenir aux parents. De surcroît, l'idéal américain, c'est l'idéal du nouvel ordre, ce qui veut dire que l'Amérique, elle s'est construite par cette opposition, par le fait de vouloir créer un monde qui soit différent de celui des États-Unis, un nouvel ordre capable de supprimer la pauvreté et l'oppression. Dans son article, Arendt cite John Adams, donc le deuxième président, qui, avant la déclaration d'indépendance, a déclaré « Je considère toujours l'établissement de l'Amérique comme le début d'un grand dessein de la Providence en vue de l'illumination et de l'émancipation de tous les opprimés de la terre. » De cet idéal fondateur des États-Unis découle l'extraordinaire enthousiasme pour tout ce qui est nouveau aux États-Unis, ce qu'Arendt va appeler le pathos de la nouveauté. Les États-Unis se sont construits sur cette idée d'un nouvel ordre, d'un nouveau monde, du rejet en fait de l'ancien. Et puis ce serait la raison pour laquelle, selon Arendt, finalement les États-Unis se sont comme un peu jetés sur les idées progressistes en matière d'éducation qui ont été adoptées d'emblée et massivement dans les écoles. Pour illustrer ça, j'ai un texte, c'est le premier de votre handout. Ah non, pas ça, voilà. En tout cas, la réponse à la question de savoir pourquoi le petit John ne sait pas lire, ou la question plus large de savoir pourquoi le niveau scolaire de l'école américaine moyenne reste tellement en dessous du niveau moyen actuel dans tous les pays d'Europe, cette question n'est malheureusement pas que ce pays est jeune et n'a pas encore rattrapé le vieux monde, mais tout au contraire que dans ce domaine, ce pays est le plus avancé et le plus moderne du monde. Et cela est vrai dans un double sens. Nulle part, les problèmes d'éducation d'une société de masse ne se sont posés avec tant d'acuité et nulle part ailleurs, les théories pédagogiques les plus modernes n'ont été acceptées de façon si servile et si peu critique. Arendt pointe ensuite un deuxième facteur qui n'est pas la cause directe de la crise, mais qui a contribué à faire accepter si docilement l'éducation progressiste, à savoir, encore une fois, cet idéal fondateur de la notion d'égalité. L'Amérique, c'est le nouvel ordre. Et puis, l'Amérique a mis en avant cet idéal d'égalité, où l'égalité entre les citoyens, où en fait, les citoyens ne sont plus des sujets comme dans l'Ancien monde, mais justement
des citoyens avec les mêmes droits inaliénables. Il y a eu une telle volonté de faire de l'égalité un idéal qu'on est presque tombé, pour Arendt, dans une dérive égalitariste, et ça a contaminé l'éducation, et puis ça a floué la hiérarchie qui avant allait de soi entre, d'une part, adultes et enfants, et puis aussi, et ça c'est problématique à ses yeux, entre professeurs et élèves. On voit bien comment ce principe de l'égalité a pu rejoindre les idées des écoles progressistes. Donc ça, c'est un point. La seconde conséquence que Arendt met en évidence, c'est précisément la structure du système éducatif américain basée sur l'idée que tout le monde a droit à la même éducation, ce qui fait que l'enseignement secondaire, qui est destiné à orienter les meilleurs élèves vers les études supérieures, n'existe tout simplement pas aux États-Unis. Elle fait la comparaison avec le système scolaire en Angleterre, qui justement sélectionne les élèves les plus aptes à poursuivre les études dans une sorte de méritocratie. Et puis elle montre que la dérive égalitariste mène au final à l'écrasement, au nivellement vers le bas, comme par exemple l'avait déjà annoncé quelqu'un comme Tocqueville. Ces théories pédagogiques modernes que les États-Unis ont embrassées de manière si servile, elles sont présentées dans la deuxième partie de l'article. Il y a 3 idées qui sont passées sous le feu de la critique. Je vous lis la première, c'est l'extrait 2. C'est tout petit, mais heureusement vous avez un handout. La première idée est qu'il existe un monde de l'enfant et une société formée entre les enfants qui sont autonomes et qu'on doit, dans la mesure du possible, laisser se gouverner eux-mêmes. Le rôle des adultes doit se borner à assister ce gouvernement. C'est le groupe des enfants lui-même qui détient l'autorité, qui dit à chacun des enfants ce qu'il doit faire et ne pas faire. Entre autres conséquences, cela crée une situation où l'adulte se trouve désarmé face à l'enfant, pris individuellement et privé de contact avec lui. Il ne peut que lui dire de faire ce qui lui plaît et puis empêcher le pire d'arriver. C'est ainsi qu'entre enfants et adultes sont brisées les relations réelles et normales qui proviennent du fait que dans le monde, des gens de tout âge vivent ensemble simultanément. L'essence de cette première idée de base est donc de ne prendre en considération que le groupe et non l'enfant en tant qu'individu. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage. La première, c'est certainement la genèse de cette idée. Arendt fait remonter cette idée d'un monde de l'enfance à la philosophe et pédagogue suédoise Ellen Key, dont la pensée est exprimée dans l'ouvrage « Le siècle de l'enfant ». Ça, c'est un ouvrage que Arendt elle cite dans son article. Ellen Key a contribué à faire évoluer le statut de l'enfant, ça c'est une chose qui est certaine, dans les sociétés européennes et américaines. Pour Ellen Key, après le 19e siècle, qui devait être le siècle de l'émancipation des femmes et puis celui de l'émancipation des travailleurs, le 20e siècle doit être le siècle de l'émancipation de l'enfant. C'est une femme qui a beaucoup voyagé, qui a visité beaucoup d'orphelinats, beaucoup d'institutions pour l'enfance, et puis qui fait 2 constats. Le premier, c'est que les enfants, ils sont soumis à la brutalité des adultes parce qu'ils n'ont pas de réel statut aux yeux des collectivités. Puis le deuxième, qui est en fait très lié au premier, c'est que, faute de statut particulier, les enfants, au regard de la loi, sont considérés comme des adultes. Au début du XXe siècle encore, un peu partout en Europe, les enfants devaient ainsi comparaître au tribunal en tant qu'adultes. Pour Ellen Key, l'enjeu de l'éducation, c'est vraiment de faire en sorte que l'enfant soit libéré des normes tirées du monde des adultes, et puis que cette supériorité entre l'adulte et l'enfant soit éliminée. 2 conséquences. Alors Arendt n'est absolument pas d'accord avec cette manière de comprendre l'enfant et son rapport aux adultes. 2 conséquences de cette idée sont dénoncées par Arendt. La première, c'est vraiment le déplacement de l'autorité. Ça, c'est quelque chose qui était central dans l'éducation progressiste, et puis que Arendt critique avec force dans son article. En même temps, on sait toute l'importance que la notion d'autorité est là chez Arendt dans toutes les thématiques qu'elle aborde. C'est pas étonnant qu'elle revient avec tellement d'insistance sur l'autorité dans la question éducative. Dans l'idée insufflée par Key, l'adulte n'est plus détenteur de l'autorité, le groupe d'enfants se libère de ce joug et l'autorité va incomber à la volonté du groupe, l'adulte devant se tenir en retrait et, peut-être vous avez retenu cette phrase, empêcher le pire d'arriver.
J'ai une petite vidéo qui me permet de reprendre mon souffle et puis d'illustrer ce point-là. Et au passage, que Dewey ne serait certainement pas partisan de ce retrait de l'adulte, car si vous vous rappelez, dans sa pédagogie, la vie de groupe, les enfants ne sont pas livrés à eux-mêmes. La vie de groupe, elle est organisée, elle est orientée pour que justement, elle ne tombe pas dans ces dérives de la tyrannie du groupe. Arendt a peut-être en tête certaines interprétations pédagogiques qui ont compris ainsi le rôle de l'adulte qui devait vraiment s'effacer devant le groupe d'enfants, mais elle ne peut pas en faire le grief directement à Dewey. Quoi qu'il en soit, de cette conséquence, donc de la prise de distance de l'adulte, en découle une seconde. Celle-ci, elle est intéressante. L'adulte n'a de relation qu'avec le groupe et non plus avec les individus pris séparément. Le groupe fait comme écran entre l'adulte et les enfants, et poursuit Arendt, l'enfant n'est alors plus soumis à la brutalité des adultes, mais désormais soumis à la tyrannie du groupe. C'est l'extrait 3. Affranchi de l'autorité des adultes, l'enfant n'a donc pas été libéré, mais soumis à une autorité bien plus effrayante et vraiment tyrannique, la tyrannie de la majorité. En tout cas, il résulte que les enfants ont été, pour ainsi dire, bannis du monde des adultes. Ils sont soit livrés à eux-mêmes, soit livrés à la tyrannie de leur groupe, contre lequel, du fait de sa supériorité numérique, ils ne peuvent se révolter, avec lequel, étant enfants, ils ne peuvent discuter et duquel ils ne peuvent échapper pour aucun autre monde, car le monde des adultes leur est fermé. Les enfants ont tendance à réagir à cette contrainte, soit par le conformisme, soit par la délinquance juvénile, et souvent par un mélange des deux. Le point central à comprendre ici est que pour Arendt, je crois qu'on en avait parlé à la conférence sur Dewey, pour Arendt, les enfants ne sont pas encore pleinement construits, ils sont encore des humains en devenir, et puis du coup, ils doivent être protégés de cette lumière, de ce qu'elle appelle le monde public, pour pouvoir grandir dans la protection de l'intimité et de la sécurité privée. Toute forme de vie, pour Arendt, émerge de l'obscurité et a besoin de temps pour pouvoir affronter la lumière. Là, il est assez intéressant de voir que Arendt, pour expliquer cette idée-là, elle commence son exemple avec la vie végétative qui a d'abord besoin d'être dans l'obscurité pour parvenir à maturité. Peut-être qu'on pourrait y voir, c'est assez étonnant de la part d'Arendt de prendre ce lien au biologique, peut-être qu'on pourrait y voir un écho au jardin d'enfants de Dewey qui retourne cet exemple un peu différemment, mais en tout cas on retrouve la même veine. Quoi qu'il en soit, vouloir exposer les enfants qui ont encore besoin de l'obscurité, de l'incognito, c'est leur infliger en fait une forme de violence pour Arendt. En sollicitant le groupe et puis en postulant que les enfants doivent mimer le fonctionnement de la démocratie, alors là, clairement, Arendt a raison de s'en prendre à Dewey, parce que c'est vraiment une idée que l'on trouve. On les expose à une vie publique qu'ils ne sont pas préparés à affronter, à supporter, même s'il ne s'agit pas de la vraie vie publique, mais d'une espèce d'artifice qui a été créé par l'école et pour l'école. Pour Arendt, ça c'est une idée qui est importante, peut-être qu'on pourra la discuter plus tard. L'école n'est pas le monde. Elle doit plutôt être comprise comme un espace intermédiaire entre le privé et puis le monde public. La deuxième idée de l'école progressiste à laquelle Arendt s'en prend concerne directement les méthodes d'enseignement. Sous l'influence de nouveaux pédagogues, on a privilégié la manière d'enseigner, donc la compétence pédagogique, au détriment de la compétence disciplinaire. En d'autres termes, le bon enseignant n'est plus celui qui a une solide maîtrise du savoir, mais celui qui est capable d'enseigner n'importe quoi. Je vous avais mis un extrait peut-être il ne va pas marcher, mais je vous avais mis un extrait du sketch des Inconnus, vous connaissez, sur l'éducation nationale, qui illustrait ça, mais malheureusement, on va faire l'impasse. On a été obnubilé par la manière de transmettre jusqu'à vider l'enseignement des contenus de savoir. On retrouve ici le « vous n'avez rien à transmettre » de Bellamy. Hein. Et puis c'est là quelque chose qu'Arendt va réprouver complètement, car l'autorité du professeur, à ses yeux, repose justement sur la transmission. En d'autres termes, la source de l'autorité du professeur, c'est qu'il a quelque chose à apprendre. C'est son savoir.
L'autorité ne peut pas être quelque chose de gratuit, elle ne peut pas être juste conférée, donnée par l'extérieur ou par l'institution. Donc en acceptant que la compétence pédagogique soit première par rapport au savoir disciplinaire, pour Arendt, on sape toute autorité chez les professeurs. Et on touche là à quelque chose qui est fondamental chez Arendt. L'autorité du professeur repose sur cette transmission, c'est parce qu'il intègre, et là on en vient à sa vision de l'éducation, c'est parce qu'il intègre l'enfant à ce qui le précède que le professeur a autorité sur lui. Ça c'est l'extrait 4. Dans la mesure où l'enfant ne connaît pas encore le monde, on doit l'y introduire petit à petit. Dans la mesure où il est nouveau, on doit veiller à ce que cette chose nouvelle mûrisse en s'insérant dans le monde tel qu'il est. Cependant, de toute façon, vis-à-vis des jeunes, les éducateurs font ici figure de représentants d'un monde dont, bien qu'eux-mêmes ne l'aient pas construit, ils doivent assumer la responsabilité, même si secrètement ou ouvertement, ils le souhaitent différent de ce qu'il est. Cette responsabilité n'est pas imposée arbitrairement aux éducateurs, elle est implicite du fait que les jeunes sont introduits par les adultes dans un monde en perpétuel changement. Qui refuse d'assumer cette responsabilité du monde ne devrait ni avoir d'enfants, ni avoir le droit de prendre part à l'éducation. Elle a des mots quand même assez durs. Toujours est-il que c'est un passage névralgique de l'article d'Arendt, peut-être même le moment le plus important. Le rôle de l'éducateur, des éducateurs, vous avez vu peut-être qu'elle élargit la fonction non pas seulement aux professeurs, mais en fait à toute personne qui a part d'une manière ou d'une autre à l'éducation. Ce rôle, c'est d'introduire les nouveaux venus, donc les enfants, dans le monde, et puis c'est la connaissance du monde, et puis aussi la responsabilité qu'ils assument par rapport à ce monde qui va leur conférer leur autorité. Alors, rapidement, il y aurait quelque chose à dire ici sur cette notion de monde qui est centrale dans la pensée d'Arendt, dans toute sa philosophie, et puis qu'elle hérite justement de Heidegger. L'homme n'est pas dans le monde comme il serait dans un contenant. Par exemple, il n'est pas dans le monde à la manière dont l'eau est contenue dans une bouteille. Le monde, c'est ce que nous avons en partage, et puis c'est ce dont nous sommes responsables de manière collective. C'est le concept chez Arendt de souci de soi qu'on retrouve également chez Heidegger. Le monde, c'est cet interstice qui va à la fois relier et séparer les hommes. Il est, on pourrait dire, le cadre dans lequel l'homme, en tant que phénomène, apparaît et disparaît. C'est ce que nous trouvons à notre arrivée, c'est aussi ce que nous laissons à notre mort, raison pour laquelle les anciens, donc les adultes, ont la responsabilité d'y introduire les nouveaux venus. Et c'est là la finalité de l'éducation pour Arendt. L'éducation, c'est dire à l'enfant, voici le monde, pour que l'enfant puisse s'y repérer, s'y installer et s'y épanouir. Et ça c'est intéressant, ce précise Arendt, même si on n'accepte pas le monde tel qu'il est et qu'on le voudrait différent. C'est ce qu'Arendt reproche justement à l'éducation progressiste, et plus largement, c'est pour elle un symptôme de la modernité. Accepter un modèle éducatif dans lequel l'autorité ne repose plus sur l'adulte du fait de sa connaissance du monde, où les enfants sont censés se gouverner eux-mêmes par leurs propres règles, pour Arendt, c'est presque, enfin, c'est pas presque, c'est complètement un aveu de démission, un refus de cette responsabilité du monde. C'est comme si, dit Arendt, les parents disaient aux enfants, alors là je cite, c'est l'extrait 5, « En ce monde, même nous ne sommes pas en sécurité chez nous. Comment s'y mouvoir? Que savoir? Quels bagages acquérir sont pour nous aussi des mystères. Vous devez essayer de faire de votre mieux pour vous en tirer. De toute façon, vous n'avez pas de compte à nous demander. Nous sommes innocents. Nous nous lavons les mains de votre sort. » Arendt reprend cette idée de démission dans son article dont je parlais tout à l'heure, Réflexion sur Little Rock, au sujet justement de la ségrégation raciale, contre laquelle la solution du gouvernement américain a été de faire reposer le changement sur les épaules des enfants. Je n'ai pas mis sur votre handout, mais je lis, ça c'est un extrait qui est dans ce texte Réflexion sur Little Rock. Toutefois, le plus ahurissant de toute l'affaire fut la décision fédérale de commencer l'intégration en tout lieu par les écoles publiques. Il ne fallait pourtant pas beaucoup d'imagination pour remarquer que cela revenait à charger les enfants noirs et blancs de résoudre un problème que les adultes ont, durant des générations, avoué n'être pas capables d'affronter eux-mêmes.
La troisième idée, finalement, à laquelle s'en prend Arendt, c'est le fameux « learning by doing » qui est central dans la pensée de Dewey. C'est l'extrait 6. Cette idée de base cette idée de base est que l'on ne peut savoir et comprendre que ce qu'on a fait soi-même, et sa mise en pratique dans l'éducation est aussi élémentaire qu'évidente, substituer autant que possible le faire à l'apprendre. S'il n'était pas considéré comme très important que le professeur domine sa discipline, c'est qu'on voulait l'obliger à conserver l'habitude d'apprendre pour qu'il ne transmette pas un savoir mort, comme on dit, mais qu'au contraire, il ne cesse de montrer comment ce savoir s'acquiert. L'intention avouée n'était pas d'enseigner un savoir, mais d'inculquer un savoir-faire. Donc Arendt identifie trois dérives de la pédagogie du learning by doing. La première, c'est qu'on va instaurer une confusion dans la finalité de l'éducation. Les collèges de culture générale, d'enseignement général, se muent peu à peu en instituts professionnels. Ça c'est peut-être pas insensé au vu de certaines réformes qui se dessinent dans notre système éducatif. C'est finalement, indirectement, la dérive utilitariste qui est dénoncée ici. L'apprentissage doit toujours être en lien à un but pratique. Encore une fois, on peut faire une nuance avec la pensée de Dewey, parce que dans la pédagogie de Dewey, le but de l'expérience pratique, il est toujours en fait le savoir théorique. Dit autrement, Dewey propose l'atelier jardinage aux enfants, non pas pour en faire des jardiniers professionnels, mais pour viser un savoir théorique. Peut-être que ce qui est plus crucial, plus profond là derrière, c'est plutôt les choix de savoir motivés par l'intérêt qui peut-être ici est problématique et dont on pourrait discuter. Ensuite, deuxième dérive, on maintient l'enfant dans ce monde séparé de celui des adultes, car en articulant systématiquement la connaissance à l'agir, on tend à supprimer la distinction entre le travail et le jeu. Encore une fois, on peut remarquer que là aussi, Arendt a l'air de s'en prendre aux écoles, enfin elle n'a pas l'air, elle s'en prend directement aux écoles progressistes, mais que chez Dewey, on trouve le même argument. Le jeu ne doit pas se substituer au travail dans l'école. Quoi qu'il en soit, si on reprend le fil de l'argumentation d'Arendt, en recourant systématiquement au jeu, le problème, et vraiment on trouve quasiment les mêmes mots chez Dewey, le problème est qu'on maintient les enfants dans leur âge infantile, alors que l'école devrait justement les inviter à grandir et à rejoindre le monde des adultes. Arendt donne un exemple intéressant, c'est l'apprentissage des langues étrangères, avec cette tendance à apprendre en parlant de la même manière dont on a appris notre langue maternelle. Pour Arendt, l'école doit réellement marquer une rupture, et notamment dans le fait de permettre aux enfants de développer une attitude de travail par opposition à une inclination naturelle pour le jeu. Plus fondamentalement, transmettre la compétence d'apprentissage plutôt que la connaissance, c'est à relier de manière directe avec la transformation du rôle de l'enseignant dont on vient de parler. L'enseignant n'a plus à être professeur dans le sens où il professe un savoir, car le savoir, précisément, est devenu tout à fait secondaire dans la pédagogie progressiste. C'est le savoir-faire qui est mis au cœur de l'apprentissage et non pas ce savoir mort, figé, inerte que l'on transmettait de génération en génération sans plus tellement en comprendre le sens. Mais là où le bas blesse, justement, c'est que le savoir de la tradition, aux yeux d'Arendt, puis on a vu dans la ligne des phénoménologues, c'est jamais un savoir mort, c'est jamais un savoir figé, il est toujours à réactiver, il est toujours à réhabiter, l'élève doit toujours se l'approprier. Le savoir de la culture n'est jamais mort, c'est un peu le message d'Arendt. Ce rapport au passé est ainsi en filigrane dans toute la réflexion d'Arendt. Il est au cœur de la crise de l'éducation. On pense mal le passé, la tradition, la modernité pense mal ce rapport à sa tradition et ce qui va la caractériser. C'est quelque chose qu'Arendt développe, mais de manière quand même assez superficielle, assez rapide à la fin de son article. Arendt explique que cette arrogance envers le passé est quelque chose de relativement nouveau. J'ai dit tout à l'heure que ça remonterait au XVIe, XVIIe siècle, au moment où on commence à se questionner par rapport à la légitimité de ce modèle du passé. Avant ça, Arendt explique que le passé faisait office de modèle à retrouver. Dans l'Empire romain, il faut savoir qu'Arendt a une énorme culture romaine et grecque. Dans l'Empire romain,
les ancêtres étaient considérés comme des exemples vivants pour leurs descendants. Il y aurait ici une réflexion intéressante à faire avec la manière dont la vieillesse, par exemple, elle est traitée dans nos sociétés et les modèles éducatifs vers lesquels on se tourne. Mais pour Arendt, ce regard qu'on pose sur la tradition est faux. Et puis c'est le dernier passage que j'aimerais vous lire, c'est l'extrait 7. Notre espoir réside toujours dans l'élément de la nouveauté que chaque génération apporte avec elle. Mais c'est précisément parce que nous ne pouvons placer notre espoir qu'en lui que nous détruisons tout si nous essayons de canaliser cet élément nouveau pour que nous, les anciens, puissions décider de ce qu'il sera. C'est justement pour préserver ce qui est neuf et révolutionnaire dans chaque enfant que l'éducation doit être conservatrice. Elle doit protéger cette nouveauté et l'introduire comme un fervent nouveau dans un monde déjà vieux. Donc, c'est pour permettre la nouveauté, donc là peut-être qu'il y aura des ponts à faire avec l'éducation de Douillet, que ce lien au passé, il est justement essentiel. Le passé, c'est le terreau à partir duquel la nouveauté peut réellement émerger. Il y a de la part d'Arendt un immense respect pour l'enfant, en décidant à la manière des pédagogies progressistes auxquelles le texte s'en prend cette table rase du passé, finalement, on vient court-circuiter cet élément de nouveauté parce que ce qu'on fait, c'est imposer notre propre rejet du passé. Disqualifier la culture au sens du passé qui se transmet, ça revient pour Arendt à priver l'enfant de la possibilité de rendre vivant à son tour l'héritage qui lui a été donné, de s'approprier et puis de trouver un sens à ce qui le précède. C'est non seulement démissionner en chargeant l'enfant de tout réinventer à neuf, mais c'est aussi certainement à quelque part lui refuser une confiance, la confiance de savoir dialoguer avec ces fameux trésors du passé pour peut-être y trouver ce que les dernières générations n'y ont pas forcément trouvé. Quand on se met à la rédaction d'une thèse ou d'un article scientifique, la première étape consiste toujours à adresser un état des lieux des différentes contributions qui ont déjà été faites sur la question considérée. Alors l'exercice, il est toujours long, il est toujours fastidieux, mais il est déterminant car il permet aux chercheurs de comprendre en quoi sa contribution est nouvelle, en quoi son propos est singulier et pourquoi finalement il a quelque chose de plus à dire. Sans cet ancrage, impossible d'avoir une parole, impossible de créer une pensée. En disant que le neuf procède de l'ancien, Arendt ne dit pas du tout une banalité, mais elle dit bien qu'il n'y a pas de neuf sans ancien. Elle préserve ainsi, comme elle le dit, ce qu'il y a de révolutionnaire dans chaque enfant et permet le renouvellement du monde en empêchant qu'il ne court à sa fin.